Bonjour à tous et à toutes. Mes remerciements à l'Université de Mostaganem pour cette invitation et cette opportunité qui m'est offerte pour participer à ce colloque très important, et en particulier à Monsieur le recteur et Monsieur le doyen. Et je voudrais également, évidemment, remercier les organisateurs, et en particulier Monsieur Doua et Monsieur Mebani, qui ont eu l'initiative de m'inviter. Parler de cette thématique, bien sûr, ça nous interpelle tous. C'est une thématique importante puisqu'elle est à la confluence à la fois de la question des ressources minières, des prix des hydrocarbures, et à la confluence des énergies renouvelables, donc deux grandes problématiques qu'il est important d'examiner simultanément pour pouvoir trouver évidemment des réponses. C'est clair que je ne suis pas le grand spécialiste de la question des énergies renouvelables dans le monde, et encore moins en Algérie, mais une question comme ça m'interpelle. Alors, trois idées me sont venues à l'esprit lorsqu'on m'a demandé d'intervenir à distance. Bien, la première, c'est la question de la croissance tirée essentiellement par les hydrocarbures, et en particulier par les énergies fossiles qui atteint ses limites, non seulement en Algérie, mais partout dans le monde, et qui demande et qui exige que l'on la traite. La seconde question, c'est évidemment la capacité de transformation des hydrocarbures du reste de l'économie, et en particulier du secteur productif. Puisque je ne pense pas que ce soit simplement une question de prix qui peuvent augmenter et diminuer à la faveur de la conjoncture internationale, mais qu'est-ce qu'on fait de cette rente minière, de cette rente pétrolière, quand elle est dans sa phase ascendante et qu'elle est importante. Et c'est justement cette question de la transformation qui a été traitée maintenant de plus en plus dans la littérature qui nous interpelle. Et la troisième, évidemment, c'est la question de l'insertion de l'économie dans ce qui est l'immatériel, puisque de plus en plus ce qui est une ressource durable et qui s'insère dans la question de développement durable, bien c'est cette ressource qui est renouvelée à travers la connaissance, à travers la formation, à travers l'apprentissage. Donc ce sont trois éléments qui méritent attention et sur lesquels j'ai essayé de me focaliser pour apporter ma modeste contribution à ce colloque. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une invitation de dernière minute, donc c'est pas un grand travail de recherche ou de réflexion qui est présenté, mais simplement quelques réflexions qui me viennent à l'esprit. Alors la première, la question de la croissance portée par les énergies fossiles. Je crois que tout le monde admet, et la littérature le montre, que ce modèle arrive à ses limites, comme je disais. Parce que d'abord, il y a les limites des ressources elles-mêmes. Ces limites sont plusieurs en termes de stock disponible, et tout le monde est d'accord pour dire que ce ne sont pas des stocks qui sont infinis, et que à la fois le pétrole, le charbon, le gaz et l'uranium sont des énergies de stock qui proviennent de gisements limités de combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, on en trouve, mais on arrive aussi au tarissement et des gisements. En termes, deuxième limite, en termes d'accès, les enjeux géostratégiques et la localisation de certaines ressources fait qu'elles ne sont pas toujours accessibles. Par conséquent, combien même on peut porter la croissance, si l'accessibilité n'est pas garantie, ça ne peut pas continuer. Et on évoque souvent la question du gaz de schiste, qui n'est pas en termes de disponibilité, mais en termes d'accessibilité, bien entendu. En termes de coûts d'exploitation et de qualité, qui bien sûr aussi sont importants dans la question de l'usage de ces énergies
dans la mesure où les énergies renouvelables, évidemment, interviennent lorsque les coûts d'exploitation sont de telle manière à ce que ces énergies soient économiquement viables. La limite, c'est aussi le potentiel de recyclage et d'optimisation des énergies, qui est bien sûr comparativement par rapport aux énergies renouvelables est limité. Et enfin, bien sûr, en termes de pollution, puisque l'exploitation des ressources énergétiques, comme vous le savez, incrément de ces énergies fossiles, génère d'importantes émissions effets de gaz et effets de serre, et évidemment avec un impact sur l'environnement assez important. C'est pour cela que, comme vous le posez très justement dans cette rencontre, la question des énergies renouvelables se pose d'une manière pressante et urgente, parce que ce sont des énergies de flux, comme on les appelle. Elles intègrent aussi bien le solaire, l'hydraulique, l'éolien, le biomasse, la géothermie, tout cela fait partie de cet ensemble d'énergies. Elles trouvent leurs origines dans des éléments naturels, dans le rayonnement solaire. Donc déjà, ce n'est pas du fossile, mais du solaire ou terrestre, et sont donc inépuisables à échelle humaine. C'est-à-dire qu'on peut on peut les utiliser sur de longues périodes sans qu'on ait des effets ou des perspectives d'épuisement. L'intensité, par ailleurs, énergétique de ces types d'énergie, de ces flux, est globalement supérieure aussi à nos besoins, et seule une partie est exploitée maintenant, ce qui fait que nous avons des perspectives d'en faire des éléments de croissance à très long terme. Et évidemment, ça pose, c'est vrai, quelques problèmes, comme le problème de stockage, mais ce sont des problèmes techniques qui trouveront sans doute leur solution, et qui trouvent déjà leur solution. Deuxième élément de réflexion, c'est la capacité transformative du secteur des hydrocarbures. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur cet aspect avec Bentoke Lundvall. Nous avons un papier qui est publié sur la capacité transformative du secteur des hydrocarbures. Alors, comme je disais, ce qui importe, c'est pas tellement leur disponibilité ou leur revenu, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement. Si on les dépense dans des besoins ou pour des aspects lucratifs, ou pour des aspects qui ne sont pas fondamentaux dans la transformation économique, eh bien, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on n'aura pas impulsé la croissance. Donc, il faut réfléchir en termes d'usage de ces revenus, et cette capacité transformative a été relativement limitée lorsqu'on a examiné un certain nombre de pays, et on fait partie de l'Algérie, du fait des conditions de fonctionnement du secteur des hydrocarbures. Ça intègre à la fois la non-maîtrise des techniques, ça intègre la non-maîtrise d'engineering, ça intègre la faiblesse de la recherche et développement pour trouver de nouveaux produits, etc. Donc, c'est une question qui est centrale. En fait, ces énergies où les revenus ont été, c'est vrai, surtout transformés, investis dans des besoins de rattrapage en infrastructure. C'est clair qu'il y avait ce besoin de rattrapage en demande sociale pour la production de logements, et de ce fait, il n'y a pas eu réellement une stratégie dans ce qu'on appelle la migration à la fois des capacités, des finances et des compétences vers les autres secteurs productifs, et en tout cas vers l'industrie. Et de ce fait, on n'a pas assisté d'une manière importante à la remontée, ce qu'on appelle dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire on s'est borné au premier chaînon, on a fait du raffinage, on a fait de la pétrochimie, mais cela a peu d'impact sur le reste de l'industrie, ou partiellement. Si on s'en réfère aux expériences d'ailleurs, l'expérience de Petrobras au Brésil a montré comment cette compagnie pétrolière, grâce justement à une vision à long terme et proactive d'usage des revenus, eh bien, a permis de créer tout un ensemble d'industries, et a permis de s'insérer dans la chaîne de valeur de production
inclus dans celle des hydrocarbures, elle est maintenant capable de produire des équipements, d'être compétitive, et tout cela parce qu'il y avait une capacité en ingénierie qu'elle a développée, une capacité de recherche et développement. Donc c'est une deuxième question. La troisième, bien entendu, c'est la question de l'immatériel. Je pense que tout le monde maintenant le voit déjà pour l'explosion du secteur des services, que l'on voit au niveau global, mais aussi la reconnaissance du fait que les ressources en connaissance sont aussi productives que les ressources en matière. Et par ailleurs, ces ressources sont inépuisables. Il suffit de les renouveler, il suffit d'apprendre, il suffit de se former, il suffit de développer des compétences pour être producteur de richesses et évidemment pour accroître la compétitivité. Et la compétitivité des entreprises dépend pour une large partie de cette capacité à mobiliser ces compétences et ces connaissances qui est devenue, ces connaissances qui sont devenues un actif productif de type immatériel, c'est-à-dire une autre forme de richesse en fait. Et si on voit les statistiques, bien les industries de la connaissance maintenant contribuent pour plus de 60%, 70% à la valeur ajoutée dans les pays de l'OCDE, ce qui montre cette transformation progressive. Donc il est impératif que aussi on pense à d'autres énergies renouvelables qui sont le savoir, qui sont la connaissance. Et l'indice de la compétitivité par la connaissance reste, si on prend le cas de l'Algérie, relativement faible, puisqu'il ne dépasse pas 3,7 sur une échelle 10, comparé à des indices de 4, 5, 6 pour les pays émergents, évidemment de 7, 8, 9 pour les pays avancés, en particulier les pays scandinaves. Donc cette idée aussi, cette perspective de transformer le maximum de ces ressources en hydrocarbures en ressources cognitives, par de la formation, par la mobilisation de plus de recherche et développement et d'innovation, par une intensité plus grande des TIC et par une meilleure gouvernance de ce processus sont importants. Et cela implique aussi une plus grande efficacité à mobiliser la connaissance knowledge au niveau de l'entreprise. Et ça aussi, c'est un des aspects que vous traitez. Bien, c'est important que knowledge management, qu'on peut définir comme un ensemble d'initiatives, de méthodes et d'outils destinés à créer un flux optimal de connaissances pour le succès de l'entreprise, bien, il faut que ça intègre le management d'entreprise, ça fasse partie du mœurs et des pratiques de l'entreprise. Pour l'instant, il y a encore des faiblesses, puisque les enquêtes que nous avons menées montrent qu'il n'y a pas plus de 35% de responsables d'entreprise qui sont imbibés, qui sont sensibilisés à cette notion de knowledge management. Et donc il faut compter 10% simplement qui la pratiquent d'une manière effective. Donc il y a aussi à rattraper ce retard au niveau de l'entreprise dans son insertion plus efficiente et plus compétitive dans la question du knowledge management et de l'économie du savoir d'une manière générale. Voilà quelques éléments, j'espère qu'ils vous seront utiles. Eh bien, je vous souhaite plein succès dans vos travaux et espère l'occasion de vous revoir dans pas longtemps. Merci.